Quand je pense à Portal, je n'imagine étonnamment pas immédiatement sa mécanique principale, absolument brillante, ses portails, qui courbent l'espace pour nous permettre de nous y mouvoir plus simplement. Non, je commence toujours avec les murs, que j'imagine invariablement parfaitement blancs, des dalles de béton pâle à l'aspect presque médical. Pourtant, quand on s'en rapproche, on voit très vite qu'ils sont ternis, abîmés, craquelés, et je comprends toujours à ce moment-là que le génie du gameplay et la minutie chirurgicale avec laquelle les niveaux de ce jeu ont été façonnés prennent le dessus, effacent les craquelures et recouvrent les taches. La perfection du fond adoucit la rugosité relative de la forme. Pourtant, le jeu est vieux, il est sorti en 2007, et la grandeur de son petit frère, Portal 2, arrivé 4 ans plus tard, largement considéré comme l'un des plus grands jeux de tous les temps, sa grandeur donc nous rappelle les limitations de Portal qui est juste Portal, et qui souffre évidemment de la comparaison qui paraît à côté plus terne, moins abouti, le croquis, le schéma de son successeur. C'est un peu triste, et pourtant c'est bien de Portal dont on va parler aujourd'hui parce que le jeu est bon, déjà, mais surtout parce qu'il est l'environnement privilégié pour y exercer ce qu'on appelle le speedrun, la discipline qui consiste à terminer un jeu le plus rapidement possible. Portal est idéal puisque son moteur permet des choses que les développeurs n'avaient évidemment pas imaginées, puisque les puzzles que renferme chaque salle ne demandent qu'à être résolus différemment, toujours plus vite, toujours de manière plus originale, quitte parfois à être complètement survolés. Ça dépend. À vrai dire, le speedrun de Portal, ce sont des speedruns de Portal, plusieurs catégories, aux règles et aux méthodes différentes, pour lesquelles les speedrunners vont avoir des préférences et se spécialiser, luttant pour atteindre le sommet de leur catégorie. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est quelque chose de plus ambitieux encore. L'histoire d'un type qui a commencé le speedrun sans jamais imaginer pouvoir atteindre le sommet de la moindre catégorie, et qui s'est retrouvé face à l'ambition folle de prendre les records du monde de toutes les catégories. Ça donne envie. Pour moi, l'association du speedrun et de Portal, c'est deux gourmandises en une, un péché mignon qui m'a d'ailleurs poussé à prendre Portal et à l'accrocher au mur. Et je ne doute d'ailleurs pas que vous connaissiez déjà parfaitement le concept. Displate, les sponsors de cette vidéo, m'ont envoyé quelques-uns des produits pour lesquels ils sont les plus connus, des posters en métal de tous les univers, imprimés à votre demande, envoyés en 4 à 5 jours, et dont la vraie force réside dans la simplicité d'installation malgré le fait qu'ils soient faits de métal. En fait, vous envoyez un installé ici avec plein d'items de Portal et de Portal 2 que je peux décrocher pour vous montrer, voilà. Ça fonctionne par magnétisme avec un aimant sur le mur, là en l'occurrence 2 vu que le display est grand, et sur lesquels vous pouvez venir fixer le poster que vous voulez. Celui-ci est plus petit, vous en avez de toutes les tailles d'ailleurs, et vous reconnaîtrez peut-être CSGO, dont je vais être obligé de parler si je ne veux pas me faire lapider par les fans de Vitality, ou celui-ci, sinon c'est l'un de leurs best-sellers sur Warhammer, ou lui que j'adore, un tableau d'Interstellar, bref, où vous comprenez qu'on peut acheter des posters couverts de 1001 choses, de collections officielles, de WoW, LoL, Street Fighter, Star Wars, bref, ou d'artistes qui veulent simplement couvrir vos murs de jolies choses. Si vous êtes tenté, vous n'avez plus qu'à profiter d'une promo du Black Friday encore plus importante que d'habitude, jusqu'à moins 44%, en passant par mon lien en description ou en utilisant mon code EGO pour profiter de réductions sur tous vos achats. Ceci étant fait, il est temps de vous expliquer ce qu'est Portal, un jeu qui commence à vieillir mais dont le gameplay n'a pas pris une ride. Vous incarnez un personnage du nom de Chell qui, au début du jeu, se réveille dans une cage de verre, dans ce qui s'avérera être un immense complexe qu'on appelle le centre d'enrichissement des laboratoires d'Aperture Science. On va, tout au long du jeu, suivre les instructions d'un ordinateur, à la voix de femme, appelé GLaDOS, une IA à l'humour noir qui s'amuse à nous guider au travers de salles contenant des puzzles de plus en plus complexes, même si, honnêtement, le jeu n'est pas très dur, même à la fin. D'ailleurs, je me permets de présenter rapidement, et avec des chiffres très approximatifs, la structure de Portal. Les premiers 75% du jeu nous voient résoudre des puzzles, les 25 suivants nous voient tenter de nous échapper du centre de test. Et les 5 derniers pourcents nous voient affronter GLaDOS, récupérant des unités lui appartenant et les jetant dans une fournaise. Ce qui nous amène à un total de 105%, mais je vous avais prévenu que les chiffres étaient approximatifs. Bref, le joueur passe la majeure partie de son temps dans les salles de test, qui vous demandent très rapidement d'utiliser la mécanique brillante de Portal, le placement de portail. On vous confie un générateur de portail, un appareil qui vous permet de placer sur des surfaces planes et seulement sur les surfaces blanches, 2 portails, un bleu et un orange. Le concept est très simple, tout ce qui rentre dans l'un de ces portails ressort par l'autre, des objets ou bien vous-même. La physique de ces portail est en fait assez fascinante. Typiquement, l'une de ses particularités est la redirection de quantité de mouvement, à savoir qu'un objet lancé au travers d'un portail A garde sa vitesse en sortant d'un portail B, mais dans une direction qui dépend de l'orientation de ce portail B. On trouve sur internet de nombreux débats concernant la physique théorique de ces portails, le plus populaire d'entre eux, qu'on appelle assez sobrement le portal paradoxe et que vous avez peut-être déjà vu passer, se demande ce qu'il se passerait si un portail A sur une surface en mouvement viendrait s'écraser sur un cube. Est-ce que le cube s'envolerait par le portail B, ou est-ce qu'il se contenterait simplement de retomber platement? Ceci dit, vous le verrez, les choses deviendront très vite étranges dans un aspect nettement plus concret, le speedrun, donc la discipline qui consiste à terminer un jeu le plus rapidement possible. Portal s'y prête parfaitement, c'est déjà de base un centre de test, et les speedrunners ont simplement décidé de pousser ce concept jusqu'au bout. Ce qui rend le speedrun de Portal vraiment passionnant, c'est qu'il existe plusieurs manières de terminer le jeu rapidement. Plusieurs catégories de speedrun, chacune avec leurs règles, certaines étant très restrictives, d'autres vous permettant d'utiliser toutes les méthodes imaginables, et je vous assure que ça va loin. Pour que vous compreniez ces catégories sans passer par une liste interminable de règles, je vous propose de vous présenter les 4 catégories
catégories les plus importantes en utilisant le niveau 17 et de vous expliquer comment chaque catégorie vous autorise à le terminer. Ok, déjà, je vous montre comment on termine le niveau de base quand on n'est pas un speedrunner. Ce n'est pas grave si vous ne retenez pas tout, évidemment, je veux surtout que vous vous fassiez une idée. Quand vous arrivez, vous devez attendre qu'un cube vous soit donné. GLaDOS le présente comme votre cube compagnon, vous annonce qu'il va vous accompagner tout le long du niveau et que vous devez en prendre soin. Il y a de toute manière des petits cœurs dessinés dessus, donc c'est dur de ne pas s'attacher. Vous le récupérez, vous l'utilisez comme marchepied pour monter de grandes marches par-dessus lesquelles vous ne pourriez pas sauter sans ce cube. Vous arrivez ensuite dans un premier couloir dans lequel une orbe fait des allers-retours. Cette orbe peut vous tuer, alors vous devez vous protéger avec le cube contre lequel elle va rebondir. Vous tournez à droite, vous entrez dans un deuxième couloir, pareil, une orbe, vous vous protégez et vous en sortez. Vous arrivez dans la pièce du puzzle. La sortie se trouve à droite et vous devez activer 3 plateformes différentes pour y accéder. Pour activer les 2 premières, vous devez utiliser les orbes que vous avez esquivées plus tôt. Elles ne sont pas seulement là pour vous tuer, elles peuvent aussi être utilisées pour alimenter des mécanismes. Donc on place un portail là où la première orbe devait rebondir, on place un deuxième portail de manière à ce qu'elle en ressorte et rebondisse jusqu'au réceptacle qui active le mécanisme, et voilà, la première plateforme s'élève. On fait plus ou moins pareil pour la deuxième, mais le réceptacle est caché derrière 2 portes. Vous pouvez activer l'une d'entre elles en posant votre cube sur un bouton, et l'autre en vous plaçant vous-même sur un deuxième bouton. Les 2 portes s'ouvrent, l'orbe peut atteindre son réceptacle, la deuxième plateforme s'élève. Nickel. Pour la troisième d'entre elles, on se rend dans une petite pièce annexe dans laquelle on trouve encore une orbe et un réceptacle côte à côte. Il vous suffit ici de vous munir du cube et de vous en servir pour modifier la trajectoire de l'orbe. Et voilà, les 3 plateformes sont activées. Il vous suffit maintenant de placer 2 portails pour tomber sur la première d'entre elles, y partir avec votre cube, de sauter de plateforme en plateforme et de placer votre cube sur un bouton. Ce bouton va ouvrir un incinérateur dans lequel GLaDOS vous demande de jeter votre cube en ayant même le plaisir de vous annoncer, quand vous vous rendez compte que vous n'avez pas le choix, que vous êtes le sujet qui a euthanasié son cube compagnon le plus vite. Pétasse. Bon, quand il est fait par un joueur moyen qui connaît la solution, le niveau 17 prend en gros 2-3 minutes. Maintenant, on va voir comment on fait pour les 4 grandes catégories de speedrun, en partant de la plus cohérente, et en finissant par... Bon, vous verrez. J'ai sélectionné des méthodes qui datent d'entre 2016 et 2018, toutes d'anciens records du monde et toutes jouées à l'époque par Bwix, le speedrunner et youtubeur français qui m'a aidé pour cette vidéo. Ok, la première catégorie, c'est la glitchless, littéralement la catégorie sans bug, c'est celle qui se rapproche le plus de l'expérience voulue par les développeurs. Ce qui n'empêche évidemment pas les joueurs d'être malins. En glitchless, le début ne change pas beaucoup, vous pouvez légèrement accélérer en utilisant des techniques de mouvement assez simples et peu efficaces, mais c'est déjà ça de prix, et ça permet notamment d'activer le dialogue de GLaDOS un peu plus tôt, et donc de récupérer le cube un peu plus tôt. Comme avant, on utilise notre compagnon comme marchepied, on traverse les couloirs sans se faire tuer et on arrive à la salle du puzzle. Ici, pas le temps d'activer les 3 plateformes, alors on place un portail derrière cette caméra, on place un autre portail ailleurs pour la récupérer, hop, voilà, on fait le chemin, on la place juste ici, on met le cube par-dessus, et on n'a plus qu'à grimper et à se rendre à la fin, avec notre cube, pour ouvrir la salle du bouton, appuyer dessus pour ouvrir l'incinérateur, y placer notre cube, et accéder à l'ascenseur qui marque la fin du niveau. Ok, on monte d'un cran avec la catégorie Inbounds No SLA, une catégorie qui, cette fois-ci, c'est bon, nous autorise à utiliser des glitches, sauf un, dont on parlera plus tard. L'un de ces glitches, c'est une mécanique de mouvement que vous allez beaucoup voir et qu'on appelle l'ABH, l'Accelerated Backward Hopping, qui consiste en gros à sauter plusieurs fois tout en vous accroupissant et en partant en arrière, ce qui peut vous donner énormément de vitesse quand vous le faites correctement. On trouve aussi des variantes, l'ASH, donc la même mécanique de côté, ou l'AFH, la même encore une fois mais de face, ce qui est très dur à faire. Vous verrez principalement de l'ABH ici, donc avec les joueurs qui partent vers l'arrière, et c'est justement ce qu'on observe au début du niveau 17 en Inbounds No SLA. On part en arrière pour déclencher la chute du cube plus rapidement, on monte les marches comme en glitchless, et puis on arrive dans le premier couloir. Comme il faut toujours se protéger avec le cube, on peut avancer en AFH, et dans le deuxième, on peut repartir en ABH. Nous voilà de retour dans la salle du puzzle, et on va cette fois encore changer de technique en utilisant un bug qu'on appelle le Portal Bump, et qui est en fait très simple à comprendre. Dans Portal, quand vous placez un premier portail, et que vous tirez un deuxième portail au même endroit, le jeu va dire « D'accord, tu peux placer ton deuxième portail, mais je vais le décaler ». Et les speedrunners peuvent profiter de cette générosité du jeu, et notamment ici, dans le niveau 17, ils placent un premier portail au sol, à côté de ce mur, et tirent un deuxième portail au même endroit, qui va venir se glisser sous le dit mur. On n'a maintenant plus qu'à prendre notre cube et nous voilà déjà à la fin où on peut incinérer notre compagnon et passer à la suite. Ok, on monte encore d'un cran en Inbounds. Cette fois-ci, tant qu'on reste dans le niveau, tous les glitches sont autorisés et notamment le save glitch que je vais vous expliquer évidemment. Et d'ailleurs, je le répète, ce n'est pas grave si vous ne retenez pas tout, il n'y aura pas de quiz à la fin, mais j'adore vous présenter des techniques en fait, donc laissez-moi parler. Pour vous expliquer le save glitch, je dois déjà commencer par vous expliquer le edge glitch. Quand vos 2 portails sont placés et que vous vous trouvez juste à côté de l'un d'entre eux, sur une arête, le jeu va être un peu perdu et va s'embrouiller les pinceaux avec votre position. Typiquement ici, parce que je suis en edge glitch au-dessus de ce portail, le jeu va penser que je suis au-dessus de celui-là. En haut à gauche de votre écran, c'est justement ce que vous voyez, là où le jeu pense que vous êtes. Ce qui peut vous permettre de lancer des portails comme si vous vous trouviez là-bas. Typiquement, si je vise là, le jeu qui pense que je suis là va envoyer mon portail là-bas.
C'est pratique dans certaines situations, mais vous devez rester à côté du premier portail pour que ça fonctionne. Là où ça devient vraiment fou, c'est quand vous passez de l'edge glitch au safe glitch, qui est en gros la même chose, vous êtes proche d'une arête, le portail est juste à côté, donc vous êtes en edge glitch. Là où ça change, c'est que vous allez sauvegarder le jeu, puis tout de suite le charger, ce qui va vous permettre de conserver votre état de edge glitch même si vous vous éloignez du portail proche de l'arête. Ce qui veut dire que si vous vous déplacez ici, votre vraie position se déplace au-dessus de l'autre portail. En gros, vous avez un autre angle depuis lequel tirer vos portails. Et là où ça devient vraiment fou, c'est que vous pouvez tirer votre deuxième portail, ce qui change encore votre position théorique, et ça vous permet de continuer d'envoyer des portails très loin quasiment sans bouger. C'est ce que vous voyez en haut à gauche. Quand les tirs de portail s'enchaînent pendant un safe glitch, on peut vite être perdu, et ma petite technique à moi, c'est d'arrêter de réfléchir. Voilà, à la limite je me permets d'être impressionné, mais ça ne va pas plus loin. Je comprends que le runner déplace ses portails, et c'est assez pour moi. Ah d'ailleurs, le safe glitch a une deuxième grande utilité que je peux illustrer en me rendant dans la 04. Puisque le jeu considère que vous n'êtes pas vraiment là où vous vous trouvez, le safe glitch peut vous permettre de traverser les murs. Alors ça peut être dangereux parce que vous pouvez passer sous la map si vous n'êtes pas prudent, mais vous allez voir que c'est très pratique. Bon, vous comprenez le principe, avec le safe glitch on peut tirer des portails ailleurs et traverser les murs. On peut maintenant retourner au niveau 17, dans la troisième catégorie sur 4, en inbound. En fait même, on va remonter un poil plus loin jusqu'au niveau 16. Dans ce niveau, vous allez notamment rencontrer des tourelles qui sont de petits robots qui vous tirent dessus et que vous pouvez renverser pour qu'ils deviennent fous et se désactivent. C'est d'ailleurs tout un art de renverser des tourelles, vous pouvez les jeter, les dégommer avec des cubes ou avec des congénères, vous pouvez placer des portails au-dessus pour y lancer des trucs, ou en dessous pour qu'elles tombent. Bref, c'est un petit plaisir sadique que je recommande vivement si vous avez un peu de temps libre. À la sortie du niveau 16, donc en inbound, si vous voulez aller vite au niveau 17, vous allez avoir envie de garder une tourelle avec vous, et les manœuvres qui vont suivre vont vite être troublantes, donc on ne va pas trop rentrer dans les détails. En gros, on utilise des safe glitch, une première fois pour placer un portail sous l'ascenseur de manière à y installer une tourelle, on reprend un safe glitch, on prend l'ascenseur normalement, mais en envoyant un portail en dessous pendant notre saut, on monte, on respire, on s'abonne, et puis on arrive au niveau 17. On part en ABH, notre technique pour prendre de la vitesse en arrière, mais cette fois-ci, pas besoin d'attendre le cube parce qu'en fait, on ne va pas se servir du cube. Puisqu'on est toujours en safe glitch, on va pouvoir se servir du fait que nous ne sommes théoriquement pas là où nous nous voyons pour directement passer au travers de ce mur. La manœuvre est assez dangereuse et il faut sauter, placer un premier portail pendant qu'on est en l'air, on traverse le mur et on place un deuxième portail avant de toucher le sol de manière à sortir du safe glitch et à pouvoir avoir une collision avec le sol. Et ça tombe bien, avec tous ces enchaînements de portails, on retrouve de l'autre côté de celui qu'on vient de placer, la tourelle qu'on avait déposée sous l'ascenseur et qu'on va pouvoir mettre sur le bouton, ce qui ouvre finalement l'incinérateur. Alors on n'a pas de cube à jeter puisqu'on ne l'a jamais récupéré, mais on peut y balancer la tourelle, le jeu n'ayant visiblement pas la vexé que nous n'ayons pas sacrifié notre compagnon, il voulait juste qu'on tue un truc. Ok, ça c'était l'inbounds et c'était déjà différent. Ceci dit, on reconnaît encore le niveau 17. La dernière catégorie, l'out of bounds, qu'on appelle plus souvent OOB, n'a elle absolument aucune restriction. Vous pouvez utiliser tous les glitches et vous pouvez sortir. Et plutôt que de tout vous expliquer, je vais juste vous montrer. On commence comme en inbounds au niveau 16, et c'est parti. Voilà. Je sais qu'on ne dirait pas qu'on a fini le niveau 17, puisqu'on a l'impression de n'avoir pas bougé du fond de l'ascenseur du niveau 16, mais on se trouve en fait ici dans l'ascenseur du niveau 17, prêt à partir pour le niveau 18. On a en fait utilisé un safe glitch pour sortir du niveau et pour envoyer un portail, une autre technique pour retourner dans le niveau, et c'est probablement en fait, de toutes les catégories, la plus simple pour ce niveau 17. Le OB, c'est la catégorie de tous les possibles, le but du jeu c'est simplement d'arriver à la fin, quel que soit le chemin, et il y a quelque chose d'en fait assez surréaliste à regarder un speedrunner jouer de l'OB, ça va souvent vite, ça a l'air de n'avoir ni queue ni tête, et on se sent aussi étrangement vulnérable, c'est en tout cas ce que ça me fait à moi. On est exposé à l'obscurité de l'extérieur, il fait noir absolument partout, sauf juste à côté de nous, avec ces petits niveaux qui font office de chandelles, qui nous raccrochent à la réalité, mais qui restent des bâtiments aux textures incomplètes suspendus dans l'ombre, et il y a quelque chose de presque mystique à ça. Ah tiens d'ailleurs, j'en profite, si par moment vous êtes un peu perdu avec les catégories, et même avec certains termes techniques, je vous ai mis tout ça dans la description, ça vous évitera de revenir en arrière. Bon, ceci dit maintenant, vous connaissez les 4 catégories, qui sont donc très différentes les unes des autres, et notamment, logiquement, dans les capacités qu'elles attendent des runners qui s'y essayent. Typiquement, en OOB, on attend surtout du joueur une grande précision de tir et de timing, en inbounds par contre, on demande
demande aussi de vraies facultés de mouvement. Bref, ces différences de capacité attendues provoquent une sorte de spécialisation dans le speedrun Portal, qui va d'ailleurs en grandissant avec les années. Les joueurs s'essayent généralement à toutes les catégories, mais s'en choisissent une dans laquelle ils redoublent d'efforts. Et le Graal, comme toujours en speedrun, c'est le record du monde, et c'est ce que les plus doués et les plus déterminés finissent toujours par ambitionner, être le meilleur dans sa catégorie. Alors ça tombe bien, en février 2020 a été organisé par Link et Hugo Délire, deux streamers français, une compétition de speedrun sur scène sur plusieurs jeux où s'affrontent 2 joueurs par jeu, et notamment sur Portal en glitchless, une run qui va d'ailleurs être commentée par Étoile, un autre gros streamer français, ce qui est un choix en fait assez amusant quand on a eu la chance de se trouver sur son stream le jour où il a découvert Portal, parce qu'il a mis, montre en main, 20 minutes avant de comprendre les principes des portails. Étoile mon ami, tu vois bien, là, que ça rentre et que ça sort. Bon, je me permets de le taquiner parce que tout le monde sait qu'il a un gros cerveau, d'autant plus qu'il était très bon dans son rôle de commentateur, mais je suis malgré tout prêt à payer pour qu'on me retrouve la VOD. Bref, sur Portal, le match a fait s'affronter, en catégorie glitchless, 2 des meilleurs runners de l'époque, M-Sushi, un américain, et B-Wix, le français, qui m'a aidé pour cette vidéo. M-Sushi et B-Wix, ce n'est pas seulement qu'ils sont excellents au jeu, c'est aussi que ce sont les seuls 2 joueurs à avoir jamais réalisé d'exploit d'avoir eu, chacun de leur côté, tous les records du monde des 4 grandes catégories de Portal au même moment. Ça, c'est ce qu'on appelle un sweep, c'est très dur à réaliser, et les quelques rares monstres à avoir jamais réussi la chose, donc seulement M-Sushi et B-Wix, rentrent immédiatement et obligatoirement dans l'histoire du jeu. Parce que je vous ai dit que tout le monde se spécialise de manière à jouer la catégorie qui leur convient le mieux, chercher à toutes les conquérir, c'est immédiatement devoir s'adapter à des styles qui conviennent moins, qui paraissent peu naturels, et qui semblent en plus déjà être les points forts d'autres runners. Pourquoi s'imposer ce genre de choses ? Parce que ces gens sont fous, tout simplement. Et donc, B-Wix et M-Sushi ont, chacun leur tour, été fous et ont tous les deux réussi à effectuer un sweep. B-Wix en octobre 2016 et M-Sushi en novembre 2018. Et pourtant, ce n'est pas d'eux dont on va parler aujourd'hui. Ils ont été fous, mais ils l'ont été à une époque durant laquelle il était plus simple de l'être, parce que le niveau de compétition était moins sévère et que les runners étaient moins spécialisés. Ça reste très fort, mais pas autant que ça le serait si c'était fait plus tard. On va parler de quelqu'un d'autre, donc un jeune homme qui, quand B-Wix avait réalisé son sweep en 2016, n'avait encore jamais touché au jeu, et son histoire sur Portal m'a immédiatement donné envie de vous la raconter, parce qu'il y a des choses à dire, et que c'est... tragique, vous allez voir. Il y a un youtubeur américain dont on m'a un peu parlé ces derniers temps, Summoning Salt, on fait plus ou moins la même chose sur YouTube, lui et moi, sauf qu'il est là depuis nettement plus longtemps, et qu'il traite principalement de speedrun. Il a donc, assez logiquement, déjà parlé du speedrun de Portal sur sa chaîne en 2017. C'est une vidéo qui présente la progression des records inbounds, qui est à l'époque de loin la catégorie la plus populaire, et celle par laquelle commencent souvent les nouveaux joueurs. Et en 2017, il y a un type du nom de Shizal, un américain, dont l'un des jeux préférés est Portal, et qui tombe sur la vidéo de Summoning Salt. Il la dévore, émerveillé de voir ce qu'il est possible de faire sur ce jeu qu'il pensait maîtriser, mais dont il se rend compte qu'il ne comprenait rien. Et il se met, comme la majorité des nouveaux arrivants, à speedrunner le jeu dans la catégorie Inbounds. Son tout premier PB officiel, en août 2017, c'est un temps de 16 minutes pile, soit moins de 6 minutes derrière le record du monde, détenu par B-Wix, de 10 minutes et 58 secondes. C'est une 118e place au classement général, c'est déjà pas mal pour un début, mais rien d'affolant évidemment. Un ami va assez rapidement lui conseiller de jouer du glitchless, c'est selon moi la catégorie la plus pure de Portal avec l'OOB, l'une n'autorise aucun bug, l'autre les autorise tous, elles sont toutes les deux à leur manière, les plus entières. Je ne sais plus où je voulais en venir avec cette phrase, donc on va la laisser là comme ça et retourner à Shizal, qui va prendre le conseil de son ami au sérieux et qui va jouer du glitchless pendant 9 mois entiers, de septembre 2017 à juillet 2018, une période durant laquelle il passe de 17 minutes 53 à 16 minutes 36. Ce qui, en 9 mois, est une progression qui ne paraît pas folle, honnêtement, quand on met ces chiffres côte à côte. Sauf que si, puisque Shizal est déjà 3ème du classement inbound. Et ça, c'est surtout dû à la nature particulière du glitchless. Ici, on n'est pas en OOB, où sont régulièrement trouvés des skips qui permettent de sauter des sections entières. Le glitchless, c'est le domaine des petites améliorations, des micro-ajustements, le domaine le plus honnête et donc le plus lent, ce qui explique les chiffres cités plus haut. Et c'est donc, pour l'américain, une 3ème place. Et quand il retourne sur les autres catégories les plus proches, l'inbounds et le no SLA, les choses se déroulent, sans surprise, immédiatement très bien. Les 9 mois qu'il a passé en glitchless l'ont évidemment formé, ce ne sont pas les mêmes techniques, pas les mêmes chemins, mais Shizal est immanquablement immédiatement plus rapide, plus précis, plus à l'aise avec le moteur du jeu, plus à même de connaître les lieux où chercher de nouvelles techniques et de nouveaux cuts, d'autant plus qu'il existe évidemment des similarités entre ces 3 catégories, surtout en 2018. À ce stade, Shizal commence vraiment à se prendre au jeu du classement, il n'a pas encore en tête l'idée de chercher des records du monde qui semblent loin, mais il s'amuse à se donner des défis avec des objectifs temporaires qui se traduisent souvent par l'ambition de dépasser tel runner, puis tel autre, une période durant laquelle il s'entraîne et joue du glitchless, du no SLA et de l'inbounds.
inbounds. Et très vite, inévitablement, sur les 2 mois qui suivent, Chizal se positionne non loin du sommet dans ces 3 catégories. Il est 9e en inbounds, 7e en OSLA et 2e en glitchless, qui est la catégorie qu'il a le plus joué et qui n'est pourtant pas sa catégorie de cœur et pas celle sur laquelle il décide de retourner. L'inbounds, à laquelle il s'entraîne d'arrache-pied parce qu'il l'aime déjà, mais aussi parce qu'il se rend compte qu'il apprend vite et que le jeu des classements l'emmène toujours plus haut, à un point qui lui semble envisageable, pour la première fois, de prendre des records du monde. Alors à partir d'octobre 2018, il joue beaucoup dans sa catégorie, l'inbounds. Il s'entraîne sur les salles individuelles, les répète en boucle, les unes après les autres. Il perfectionne ses techniques, ses déplacements, sa précision, jusqu'à ce que, inévitablement, le 21 janvier 2019, il décroche son tout premier record du monde en 10 minutes et 36 secondes. Je dis son tout premier parce qu'il va évidemment y en avoir un paquet. Quand on a un record du monde dans une catégorie, la tentation de prendre les autres, surtout dans des catégories similaires, est juste là, à portée de main. Chizal ne pense pas encore au sweep, ça paraît très loin, mais il pense évidemment au classement de la glitchless et du NoSLA. Il se concentre sur le premier, c'est après tout la catégorie qu'il connaît le mieux, et il ne lui faut que 2 mois pour prendre le record du monde, le 15 mars 2019, avec un temps de 15 minutes 43. Alors il continue, il enchaîne, il se sent rapide, il se sent constant, il peut encore pousser les temps ailleurs, alors il passe au NoSLA, et encore une fois, presque comme une évidence, 2 mois plus tard, il prend le record du monde en 12 minutes 37. Fast world record. Il est fort. Il semble en fait visiblement déjà être le meilleur joueur du jeu, moins de 2 ans après avoir lancé sa première run de Portal, en devançant maintenant M-Sushi dans toutes les catégories que ce dernier dominait. À ce stade, en mai 2019, Chizal est premier dans 3 des 4 grosses catégories de Portal, et là, le sweep paraît évident. C'est la suite logique, le déroulement naturel des choses. Sauf qu'évidemment, il y a un problème. Parce que vous remarquerez que dans l'histoire de Chizal, je n'ai pas parlé une seule fois de la dernière catégorie, l'OOB. Il en a joué un peu, mais pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup, et sous sa première run officielle en OOB, sur speedrun.com, on trouve ce commentaire. Je n'apprécie vraiment pas cette catégorie. Parce que c'est très différent de toutes les catégories qu'il domine, il y a très peu de mouvements et quasiment uniquement des tirs très précis. L'OOB, c'est la catégorie qui ressemble le moins à ce que les développeurs avaient prévu, la catégorie qui ressemble le moins au jeu dont Chizal est tombé amoureux. Et ce n'est d'ailleurs même pas le plus gros problème. Pas du tout, même. Le plus gros problème, il a un nom qui légitime complètement le fait que Chizal n'ait pas touché à l'OOB, parce que je peux vous assurer que quand on est runner de Portal et qu'on se rend compte que pour atteindre son objectif, on va devoir faire tomber ce mec, les choses paraissent tout de suite bien grises. Lui, c'est Cantiven. Quand les développeurs de Portal réagissent à un speedrun de Portal, c'est le gameplay de Cantiven qu'on leur montre. Quand ils ont besoin qu'on leur explique ce qu'ils viennent de regarder, c'est Cantiven qu'on invite. Quand la GDQ présente Portal 2, c'est Cantiven auquel on fait appel. Quand j'ai commencé à m'intéresser à Portal, c'est Cantiven que je suis immédiatement allé voir, et j'ai compris pourquoi c'était lui qu'on invitait partout. Déjà, c'est un type visiblement intelligent, ses explications sont limpides, on sent ses pensées ordonnées. Quand on passe sur sa chaîne YouTube, il poste entre 2 records du monde de Portal, lui en train de jouer d'un instrument, puis d'un autre instrument. Merde, ce mec est parfait. Et surtout, Cantiven est très bon à Portal. Aux 2 Portal déjà, mais sur le premier, Cantiven est sans conteste le maître de l'OOB. Sur les 72 records du monde établis en OOB au fil des années, Cantiven en possède 33, donc pas loin de la moitié à lui seul. Quand quelqu'un lui prend le record du monde, il le reprend immédiatement, et quand personne ne lui prend le record du monde, il l'améliore tout seul. C'est sa catégorie. Et Chizal sait que pour effectuer son sweep, il doit non seulement jouer une catégorie qu'il n'apprécie pas, mais en fait le faire face à un joueur qui paraît absolument imprenable. Vous comprenez maintenant pourquoi Chizal est jusqu'à présent resté loin de tout ça, et vous imaginez sûrement ce qu'il va devoir subir pour espérer prendre un record du monde en OOB. Il va s'entraîner. Beaucoup s'entraîner. En speedrun Portal, les entraînements sont assez simples, on utilise tout le temps la console intégrée au jeu, dans laquelle on peut y demander un peu tout et n'importe quoi, et notamment de se rendre à telle ou telle salle. C'est donc comme ça que se passent les choses, on se sent moins bon dans une salle, on la lance, on la joue en boucle, et puis on passe à une autre, que l'on joue de la même manière jusqu'à la maîtriser. Quand on se sent bon sur l'ensemble des salles, on lance des runs complètes, pour voir si on arrive à enchaîner, on note ses meilleurs temps, et on voit où on peut gagner des secondes en comparant ses runs à celles de ceux qui nous devancent. Dans ces cas-là, souvent, on regarde, on note les techniques, et on copie. Ces entraînements sont ponctués toutes les quelques semaines de nouvelles découvertes, de techniques qui permettent de gagner quelques secondes là où il paraissait impossible de gagner du temps. Parfois, la découverte d'une technique permet d'améliorer une run à plusieurs endroits et ça demande de nouvelles adaptations. Quand on regarde du speedrun Portal et du speedrun en général, la chose semble vraiment être très solitaire. C'est le runner face à sa run, le joueur face à son jeu, une vraie ambiance d'anachorète, mais c'est en fait moins le cas que ce que vous imaginez sûrement, parce que le speedrun est aussi un véritable effort collaboratif. Les techniques sont partagées, expliquées, explorées et améliorées, et les joueurs ont beau se trouver seuls face à leurs écrans, ils sont tous en fait les maillons d'une chaîne qui tire les techniques et les temps vers l'avant, et il y a une vraie beauté là-dedans. Et je ne sais pas si Chizal s'en rend compte sur le moment, peut-être, mais la priorité ça va surtout être d'en profiter, parce qu'il doit faire un record du monde en OOB,
Alors il s'y met pour de bon. Il apprend les techniques nécessaires et met vite sur pied de vraies runs complètes. Un mois après s'y être mis sérieusement, il prend un premier temps à 7 minutes 30 et puis descend petit à petit, jusqu'à prendre, 3 mois après s'y être mis, un temps de 7 minutes et 9 secondes. Ce qui est très fort, visiblement assez fort pour arriver en deuxième position, juste derrière Cantiven. Enfin, je dis juste derrière parce qu'une place seulement les sépare, mais la réalité des temps, c'est que sur une run de quelques minutes seulement, Chizal est à 7 minutes et 9 secondes et Cantiven à 6 minutes et 58 secondes, soit plus de 10 secondes d'écart, ce qui est beaucoup. Parce que tous les joueurs ont accès aux mêmes techniques, aux mêmes routes, alors qu'est-ce qui différencie Chizal et Cantiven ? À ce stade-là, c'est juste une différence de niveau, en fait. Cantiven est un peu plus rapide, un peu plus précis, dans une catégorie qu'il connaît par cœur et qu'il domine depuis des années. La seule chose que Chizal peut faire, c'est jouer plus de OB. Sauf que le jour où il prend son 7 minutes 09, il perd son temps en OSLA. Et c'est là l'immense difficulté du challenge qu'il s'impose, il ne doit pas lutter contre un runner, mais contre plusieurs d'entre eux, dans des catégories différentes, qui demandent des capacités différentes, et il l'apprend ici à ses dépens. Un joueur du nom de Lambolord24 vient prendre le record du monde de Chizal, gagnant 3 secondes sur le record de l'américain. 2 jours plus tard, M-Sushi vient à son tour améliorer le record, avec un temps de 12 minutes 23, et ça c'est dû à de nouvelles techniques, notamment rendues possibles après une modification des règles de la catégorie No SLA, et qui change la manière de résoudre les salles 11 et 18. Chizal revient immédiatement comme un grand frère piqué au vif, il apprend les nouvelles techniques pour ces 2 salles, et il reprend son record du monde en 3 jours, avec plus de 10 secondes d'avance sur le temps de son prédécesseur. Il est de nouveau l'heureux détenteur de 3 records du monde sur 4, et retourne se plonger dans le OB. L'une des difficultés les plus frustrantes de cette catégorie, c'est une technique utilisée au tout début, dans la 0-0. C'est une salle très simple, dont la première moitié nous demande seulement d'attendre pendant 1 minute dans cette cage de verre, et la deuxième moitié de poser un cube sur un bouton. C'est faisable. Donc, la technique dont je vous parle, qu'on appelle le Radio Launch, permet, dès que les portails se posent, de passer en état de safe glitch en utilisant le portail derrière nous et la radio devant nous. Ne cherchez pas à comprendre, partez juste du principe que ça nous permet de traverser le verre. Ensuite, on approche du mur, on y colle la radio qu'on a récupérée plus tôt, on avance en sautant, et ça donne ça. On est propulsé dans les airs, en dehors de la salle, et le but du jeu c'est d'arriver sous l'ascenseur de la 01. On saute pour le faire monter, puis on se laisse tomber, et on relance un Radio Lounge de manière à se poser sur le côté de l'ascenseur en mouvement. Et ça permet de gagner pas mal de temps, d'autant plus que ça aide aussi à la complétion de la 02, mais c'est dur. Déjà, 1, Radio Lounge c'est compliqué, personne ne maîtrise tout à fait la technique, mais 2, à la suite, ça promet de nombreux échecs, et donc de nombreux resets. Et c'est très frustrant. Mais Chizal n'a pas le choix. Alors il échoue en boucle pendant 1 mois, en se concentrant uniquement sur cette catégorie, jusqu'à ce que le 24 octobre 2019, il prenne ce temps. Environmental science, and we don't have that in my school. I just did it! Ha 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 ha! 6 minutes 59, et bon, il est toujours deuxième, mais il passe enfin la barre des 7 minutes, dans une catégorie qu'il n'aime définitivement pas, et on sent à sa réaction que la chose lui pesait. Sur speedrun.com, il écrira sous son temps « C'est enfin terminé, je n'ai jamais autant souffert ». Ce qui en dit long sur sa détermination et sur le niveau d'ailleurs de Cantiven. Cette réaction, ça reste pour une 2e place, qui, ceci dit, ne se trouve plus qu'à 5 secondes du record du monde de Cantiven. Ça paraît, de manière assez incroyable, faisable pour Chizal. L'américain va malgré tout, par sécurité, prendre le temps de jouer les autres catégories. C'est de cette manière qu'il va améliorer son record du monde en glitchless, passant de 15 minutes 42 à 15 minutes 38, pour, finalement, rapidement retourner en EOB, conscient que s'il ne prend pas la première place très vite, d'autres risquent de lui prendre ses records ailleurs. Là, c'est une vraie course. Alors il joue. Tout ce qu'il a en tête, c'est de dépasser Cantiven et de descendre sous les 6 minutes 53, à 1 seconde, 1 millième, peu importe, s'il arrive en dessous, le sweep est complet. Et puis, il joue cette partie. Alors, Chizal n'était pas en live, donc on n'a pas sa réaction, mais il vient de prendre un temps de 6 minutes 53, un gain d'1 seconde sur le temps de Cantiven, et ça suffit. Ça suffit pour lui faire prendre le record du monde, et ça suffit, finalement, pour compléter le sweep. C'est un peu triste que nous n'ayons pas sa réaction, mais ce n'est en fait pas si grave, parce que vous voyez bien que la vidéo est loin d'être finie. Sauf que ça, Chizal ne le sait pas. Lui là, il est sur le toit du monde et il vient de rejoindre le club très fermé des détenteurs de sweep sur Portal, les 4 records du monde dans les 4 catégories principales de Portal. À ce stade, en février 2020, Chizal sort d'une période épuisante après des mois passés à jouer une catégorie qu'il n'aime pas, face à un joueur extrêmement dominant que Chizal considère d'ailleurs comme son plus grand rival. Une rivalité qui ne s'arrête d'ailleurs pas à ce sweep de février 2020. Cette année-là, Chizal et Cantiven vont se partager 16 WR, 8 pour le premier,
8 pour le second. Et ça, je crois que c'est vraiment ma rivalité préférée sur Portal. Là, par exemple, on est le 17 octobre 2020, Chizal prend un record du monde en 6 minutes et 32 secondes. Quand Even, la même journée, quelques heures plus tard, prend un nouveau record du monde et pour célébrer, sort le piano et commence à jouer l'une des OST de Portal. Et puis, 37 minutes plus tard, Chizal revient et, fidèle à lui-même, reprend le record du monde. Oh! Oh! I'm leaving the room! Et Chizal ne joue d'ailleurs pas que de l'OOB. Il a beau avoir complété son sweep et s'être imposé comme le meilleur joueur du monde, il continue d'améliorer ses records ailleurs et d'avoir d'autres rivaux dans les autres catégories. En ESLA, c'est avec Adamantite qu'ils échangent les WR, en Glitchless, c'est avec Zoochable, en Inbounds, il n'a pas de concurrence, c'est la catégorie préférée du meilleur joueur du monde, donc aucune chance. Ceci dit, tout ça, ça vous donne une idée du niveau de Chizal. Pour rendre les choses intéressantes, il lui faut littéralement un gros adversaire par catégorie. Et c'est bien d'être fort, et Chizal aime le jeu, mais il s'avère, on l'apprendra plus tard, que tous ses efforts sont aussi poussés par une pression croissante. En 2020, il est évident qu'il est le meilleur joueur du monde, le dernier détenteur du sweep, même quand quelqu'un lui prend un WR, il est capable de le reprendre très vite, et ça le pèse, parce qu'au plaisir du jeu se substitue la pression de la réussite. Quand quelqu'un le dépasse dans une catégorie, ce n'est pas qu'il peut reprendre le record, c'est qu'il doit reprendre le record, parce qu'il voit bien que tout le monde le regarde, et s'il n'est pas premier partout, il se sent, sincèrement, mauvais. Alors il joue, et il domine. Et c'est là que la vidéo prend un tournant, et pour que vous compreniez ce qui va se passer en cette fin d'année 2020, on va retourner quelques minutes dans la catégorie Inbounds, la catégorie de Chizal. Je vous emmène dans la 0.5. On est à ce stade encore dans le premier quart du jeu, et la difficulté est raisonnable. À ce moment-là, on a récupéré que le lanceur de portail bleu, et je vous montre comment un joueur lambda résout cette salle. On sort de l'ascenseur, on tourne à droite, on arrive dans la salle du puzzle, on trouve deux gros boutons qui doivent être activés pour ouvrir la porte, et ça tombe bien, on trouve dans la salle deux cubes qu'on peut récupérer en utilisant les portails et qu'on pose sur les boutons pour ouvrir la porte. On rentre, on veut accéder à la suite et on voit au-dessus, de l'autre côté de la vitre, un portail orange déjà placé. On n'a plus qu'à placer un portail bleu et voilà, direction l'ascenseur. C'est simple. En speedrun, c'est un peu différent. En Inbounds, la méthode en 2020 commence en fait déjà dans la 0.4 où on va utiliser un save glitch, la méthode qui permet de tirer des portails un peu partout et surtout, ici, d'avoir des collisions différentes. Donc on utilise cette technique, on passe directement au travers de la porte et on prend l'ascenseur pour accéder au niveau 5. On patiente. Comme les deux salles sont liées, à savoir qu'elles ne sont pas coupées par un chargement, le joueur arrive dans la 0.5 avec un save glitch encore actif. Ici, on oublie les boutons, on se rend directement à la porte et on place un portail juste à côté pour changer notre position théorique et avoir des collisions différentes, ce qui nous permet de traverser la porte. Maintenant, comme on veut terminer le niveau normalement, il ne reste plus qu'à sortir du save glitch, donc on tire un portail en face, ce qui va en fait tirer un portail dans la salle qui se trouve dans notre dos. Ne réfléchissez pas trop, ce n'est pas très important, comprenez juste qu'on sort du save glitch comme ça. Il ne nous reste plus qu'à terminer le niveau comme prévu, on place un portail, on retombe, et on prend l'ascenseur pour accéder au niveau 6. Donc, je vous remontre tout ça en temps réel. As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not... Ok, maintenant, je vous passe la run de Chizal. As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor... Au premier abord, les choses n'ont pas l'air de beaucoup changer, la seule différence c'est que Chizal place son portail bleu en arrivant, juste en face de l'ascenseur, ce qui lui permet aussi de passer la porte en utilisant le décalage des collisions permis par le save glitch. C'est pareil, le portail bleu est juste placé ailleurs. Donc, où est le problème? Le problème, il arrive à partir du moment où Chizal veut sortir du save glitch pour terminer le niveau normalement. Comme on l'a vu plus tôt, il tire un portail en face de lui, ce qui va tirer un portail ailleurs dans la pièce, ce qui lui permet de sortir du glitch. Sauf que comme il a tiré son premier portail bleu en face de l'ascenseur et pas à côté de la porte comme les autres runners, comme donc le point de référence du save glitch a changé de place, l'endroit où arrive le portail tiré en face change aussi de place. Et je ne vais pas faire durer le suspense, le portail arrive ici, ce qui est en dehors de la pièce, en out of bounds, alors qu'on joue en inbounds, et qu'on n'a donc pas le droit de sortir ou de faire sortir des portails des salles. Ce que ça veut dire, c'est que cette run de Chizal n'est pas valide. En fait, en inbounds, ça invalide même 12 records du monde de l'américain, et notamment l'un des 4 records du monde qui lui ont permis de compléter son sweep. Un sweep qui n'a donc officiellement jamais existé. Chizal n'en savait évidemment rien, et je crois que le pire dans tout ça, c'est surtout que le fait que Chizal tire son portail ici et pas ici, ça ne change quasiment rien à son temps, ça se joue peut-être à quelques dixièmes et encore, ce qui n'aurait pas du tout été assez pour lui faire perdre son record du monde.
Ça nous fait donc 12 records du monde inbounds supprimés entre le 7 août 2019 et le 27 juin 2020, une période durant laquelle CRISPR était deuxième du classement et pour laquelle il récupère donc, a posteriori, les records du monde officiels. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ce qui se passe, c'est que Shizal est absolument dégoûté, vous pouvez l'imaginer, il est toujours le meilleur joueur du monde, toujours en haut des classements, et il sait qu'en soi, au fond, il aurait très bien pu changer sa manière de faire la 0.5 et qu'il est toujours le détenteur officieux du 3e sweep de l'histoire du jeu. Sauf qu'il ne l'a pas vraiment, ce sweep, et que la situation lui paraît désespérée, déjà même s'il est toujours le meilleur, il ne pense pas l'être au point où il l'était quelques mois plus tôt. Ce qui l'inquiète évidemment parce que le sweep ne demande pas seulement d'être le plus fort, mais de l'être à un degré absurde, à un degré qui permet à un joueur de lutter contre des dizaines d'autres runners dans toutes les catégories, d'autant plus que les joueurs se sont entre-temps fortement spécialisés, et Shizal ne pense plus être capable de tous les battre. Alors il s'en va quelque temps, il laisse tomber Portal, il joue à d'autres jeux, il se rend d'ailleurs compte pendant cette pause que ça fait du bien de prendre le temps de faire autre chose que du speedrun Portal. Il souffle et il en profite. Là vous le voyez jouer à Geometry Dash, il termine une extrême démon, je vous le montre histoire que vous compreniez qu'il n'est pas doué qu'à Portal. Il joue aussi d'ailleurs à Portal 2, ce qui vous étonne peut-être, c'est un jeu différent mais très similaire à Portal évidemment, et vous concevez sûrement mal que Shizal puisse fuir le premier pour jouer au second. Le truc c'est que même s'il est aussi un runner top monde sur Portal 2, il n'est pas le meilleur joueur du monde de loin, il est un top runner parmi d'autres, il n'a pas de responsabilité, pas d'obligation, il peut jouer pour s'améliorer, et même, préparez-vous, pour s'amuser. Et c'est ce dont il avait besoin. Il prend conscience que tout ça, cette histoire de record, ce n'est qu'une question de mental, et qu'en se donnant une dernière fois, à fond, pour de bon, en croyant en lui, la chose est possible. Peut-être. Ok, je résume, à ce stade, il lui reste 2 records du monde, un en glitchless, un en OSLA. En OOB, quand Ivan est premier, et c'est CRISPR qui se tient au sommet des classements inbounds, qui est, évidemment, le premier nouvel objectif de Shizal. C'est sa catégorie, une catégorie dans laquelle on vient d'ailleurs de lui retirer quasiment tous ses records du monde pour un détail, et je vous assure qu'il ne compte pas laisser les choses en l'état. Sur ces nouvelles runs, il va changer 2-3 choses. Déjà, évidemment, l'essentiel c'est d'ajuster sa méthode pour la 0.5. Il va continuer à tirer son portail bleu en sortant de l'ascenseur, et il va passer à la suite comme prévu. Ce qui va donc changer, c'est sa manière de sortir de l'état de save glitch. Ici, plutôt que de tirer un portail en face, il va utiliser une radio pour faire un save load, ce qui annule le save glitch et ce qui lui permet de passer à la suite. C'est plus lent, mais d'une frame seulement, donc le prix est raisonnable, et je crois qu'à ce stade, Shizal n'a plus envie de prendre le moindre risque. On le comprend. Il va aussi implémenter dans la 0.5 et la 16 des in-front elevator, une technique qui permet en gros de ne pas attendre que les portes de l'ascenseur s'ouvrent, mais ma préférée c'est la technique qu'il utilise dans la 0.8 et que je trouve extrêmement impressionnante. Déjà, comme d'habitude, parce que j'adore ça, je vous présente la 0.8. C'est une salle très courte dans laquelle on trouve au sol un liquide qui vous tue lorsque vous tombez dedans. Le but est d'arriver là-bas en utilisant cette plateforme. Il va falloir activer pour qu'elle se mette en mouvement. Pour l'activer, cette orbe doit se retrouver dans ce réceptacle. Ce que l'on fait, ça vous étonnera, en utilisant des portails. Tac, tac, voilà, hop, on n'a plus qu'à placer un portail au-dessus de la plateforme et on se rend à l'ascenseur de fin. Quand c'est fait par moi, qui connais la solution, ça prend 30 secondes environ. La première méthode pour gagner du temps, ici, a en fait été prévue par les développeurs et vous pourrez d'ailleurs l'essayer si vous avez envie de jouer au jeu. Au fond de la salle, à gauche, se trouve une dalle noire un peu différente de ses voisines, puisqu'elle est légèrement avancée. Ça permet tout simplement de placer un portail à côté, de sauter sur la dalle, puis de la dalle à la fin pour arriver directement à l'ascenseur, ce qui prend en tout une dizaine de secondes quand c'est fait par moi. C'est plutôt simple à exécuter et assez plaisant quand on découvre le speedrun, mais ce n'est évidemment pas assez pour les speedrunners qui vont décider de péter un câble et de se rendre à la fin sans poser le moindre portail, juste en allant vite. Je vous avais déjà parlé de l'ABH, la technique qui permet de se déplacer à grande vitesse en arrière, et ben voilà, je vous montre. Please note that we have added a consequence for failure. Any contact. Ça s'appelle l'ABH Overgoo et je trouve ça magnifique. Une prise de vitesse pareille, en arrière, avec la nécessité de sauter sur la plateforme, puis sur le réceptacle de l'orbe, puis sur la plateforme finale pour finalement se rendre à l'ascenseur, je suis vraiment fan. Ça permet de prendre 3 secondes seulement pour passer d'un ascenseur à un autre, c'est évidemment essentiel en speedrun, et c'est ce que font tous les runners. Mais il existe une variante de l'ABH Overgoo tellement complexe qu'elle est seulement utilisée dans les runs segmentés de Portal, donc les speedruns des salles individuelles. Sauf que Shizal étant Shizal, sur une run complète de Portal Inbounds, voilà ce qu'il décide de faire. Please note that we have added a consequence for failure. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le PDI ABH Overgoo, une variante qui ne fait passer le joueur que sur la plateforme. On zappe les sauts sur le réceptacle et sur la barrière, ce qui nécessite une vitesse et une précision si demandantes que personne n'avait pensé à la placer dans une run du jeu complet, sauf Shizal, Please note that we have added a consequence.
qui d'ailleurs, en terminant cette run, prend un temps de 9 minutes 59, ce qui est un record du monde. On est encore en novembre 2020, l'annonce de ces runs supprimés vient d'être faite, et ce 9,59 de Chizal, c'est vraiment un message. Cette catégorie, elle est à lui. Elle est tellement à lui qu'il n'est d'ailleurs toujours pas satisfait. Son ancien record du monde, supprimé depuis, était à 9 minutes et 52 secondes, et là, il est toujours derrière, alors il joue. Quelques jours plus tard, il prend un 9,53, et un mois plus tard, le 14 décembre 2020, il descend enfin sous les 9 minutes 52 avec un 9,48. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, il peut passer à la suite. Deuxième objectif, l'OOB, dans lequel il était premier mais que Quantiven a évidemment repris, avec un 6 minutes 26. Chizal n'a plus qu'à. Sauf que non, parce qu'à peine son aventure recommencée en OOB, il perd son record du monde en OSLA au profit d'Adamantite. Pas grave, il le reprendra sûrement plus tard, sauf que, deuxième coup de massue, il perd aussi son record en glitchless pris par Sidious. Ce qui veut donc dire que Chizal n'a plus qu'un record sur 4. Il vient à peine de revenir et de se remotiver que les coups s'enchaînent, personne n'ayant la moindre envie de lui laisser reprendre un sweep. Tout ce que Chizal semble être capable de faire pour le moment, c'est de s'améliorer en inbounds. Pendant 4 mois, rien ne se passe, le seul événement notable étant l'amélioration de son propre record du monde, en mai 2021, en inbounds. Sauf qu'on va même venir l'attaquer sur son territoire. Le 26 juin 2021, Xeonic vient prendre le record inbounds en 9 minutes 32, gagnant presque 10 secondes entières sur le record de Chizal. Ce qui paraît presque étrange tellement prendre 10 secondes à Chizal semble infaisable en inbounds. En fait, c'est dû à la découverte par Xeonic lui-même de l'un des skips les plus importants de l'histoire de Portal dans la 0-0, le Volt Skip, dont je ne vous parlerai pas plus que ça, mais vous comprendrez pourquoi. Les jours qui suivent vont voir s'enchaîner les records avec ce Volt Skip et avec d'autres. Rvatsky prend un 9 minutes 28, Zoetchable un 9,26, Xeonic un 9,24, Rvatsky un 9,14, Rock un 9,13. Bon, pour vous dire à quel point tout le monde se lâche à cette période, Quantiven va même sortir de son OOB natal et se lancer en inbounds, prenant pour la première fois de sa vie le record du monde inbounds en 8 minutes 58, passant sous la barre des 9 minutes et continuant à le descendre progressivement pendant une semaine et demie jusqu'à arriver à 8 minutes 55. Vous vous demandez peut-être comment autant de joueurs différents peuvent venir prendre des temps dans une catégorie dans laquelle Chizal semblait imbattable, et c'est en fait dû à une grande variété de nouvelles techniques découvertes, quasiment à chaque fois d'ailleurs par les joueurs qui prennent ces nouveaux records du monde. Xeonic trouve le Volt Skip de la 0-0, Rvatsky change la manière de résoudre la 0-6 et la E02, qui sont les passages sur lesquels on tente de s'échapper du centre de test, puis il implémente un in-front elevator dans la 0-3 et un save glitch dans la 0-4, Arok résout la 0-7 différemment et utilise un save glitch dans la 19, Quantiven rajoute un save glitch dans la E01 et utilise un reportal dans la 14, une technique qui permet de prendre de la vitesse en tirant un portail quand on passe dans l'audi portail. Bref, ça fait beaucoup de nouvelles choses et pendant un temps, Chizal regarde, il prend des notes, et il sait bien, comme tout le monde le sait à vrai dire, que tout ce qui lui reste à faire, c'est de tout prendre et de tout placer dans une run. Ce qu'il fait, évidemment, puisque c'est Chizal. « 8 minutes 44. Bon, en fait, j'ai un peu triché, j'ai pris une run qu'il a joué quelques jours plus tard. La run initiale était en 8,51, donc déjà bel et bien record du monde, mais elle est aussi en 480 sur YouTube, donc ça vous aurait brûlé les yeux. Bref, quoi qu'il en soit, un mois après le dernier record de Quantiven, Chizal descend 4 secondes sous le temps de ce dernier et continue à améliorer son record les jours qui suivent pour descendre jusqu'à 8 minutes 39. Et ça, c'est un temps qui va être difficile à faire tomber. Je spoil un peu, mais ce 8 minutes 39, il va tenir un bout de temps. C'est une run qui comporte toutes les nouvelles techniques, le tout réalisé par le joueur le plus dominant de l'histoire de la catégorie. C'est fort, tellement fort qu'en inbounds, Chizal est plutôt serein, ce qui veut dire qu'il peut passer à la suite. Pour le OB, il ne se fait en fait pas trop de soucis, le radio launch, la technique difficilement maîtrisable de la 0-0, n'est plus d'actualité, et Chizal sait qu'en jouant normalement, il pourra reprendre le record sans trop de problèmes. Son prochain vrai objectif, c'est la NoSLA, qui ne l'inquiète à vrai dire pas trop non plus. En fait, ça l'inquiète tellement peu qu'il va même décider de faire les choses très bien. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, la NoSLA, c'est en fait deux catégories, la NoSLA Legacy et la NoSLA Unrestricted, que l'on différencie par la technique utilisée dans la 0-0. L'une ne permet pas une sorte de Volt Skip alternatif, l'autre le permet. La différence entre la Legacy et la Unrestricted étant très faible, les runners ont décidé de n'inclure que la Legacy dans le sweep. La seule sous-catégorie qui importe ici, c'est donc la NoSLA Legacy que j'appelle depuis tout à l'heure simplement la NoSLA. Chizal n'a donc besoin que de prendre l'une de ces sous-catégories pour son sweep,
Il va prendre les deux, parce qu'il peut. Début 2022, à 3 jours d'intervalle, il prend la Legacy en 11 minutes 34 et l'Unrestricted en 10 minutes 46. Mais ce n'est pas ce que Shizal redoute le plus. Le vrai grand obstacle du moment, la catégorie qui a remplacé pour l'américain cette OOB qui lui faisait si peur, c'est la glitchless, la catégorie sans bug qui a beaucoup évolué depuis les débuts du runner sur Portal. La glitchless est maintenant très jouée et remplace l'inbound au sommet des catégories les plus populaires de Portal. Plus de monde dans la catégorie, ça veut dire plus de nouvelles techniques et surtout plus de compétition. Pour espérer prendre un record du monde en glitchless en 2022, il faut se résoudre à implémenter des stratégies extrêmement précises et punitives. Et pour Shizal, dans un contexte encore plus compliqué, lui, il n'a pas le temps de prendre le temps. Il est en course contre la montre. À ce stade, la glitchless possède pour l'américain 3 difficultés que je vais évidemment vous présenter de ce pas dans l'ordre des niveaux. La première grande difficulté, c'est le niveau 12, un niveau à 3 étages, des étages auxquels les runners veulent s'arrêter le moins possible évidemment, ce qu'ils font en utilisant une technique que l'on appelle le fling, et que je vais simplifier. On prend de la vitesse en tournant dans les airs, on arrive dans le haut du portail, ce qui nous donne un boost de vitesse, et ce qui nous permet quand c'est bien fait de sauter un étage. Mais les runners se sont rendus compte qu'en poussant la technique, qu'en plaçant les portails ailleurs et qu'en prenant plus de vitesse dans les airs, il était possible de sauter 2 étages, et d'arriver directement au dernier. C'est vraiment difficile, la prise de vitesse est loin d'être évidente même pour Shizal, et quand Biwix m'a expliqué la technique, il a dû s'y reprendre quelques fois pour avoir un essai réussi. La deuxième grande difficulté, c'est le niveau 18, et plus spécifiquement la deuxième partie de ce niveau, à laquelle on doit accéder en ouvrant une porte. Normalement, on ouvre cette porte avec un bouton sur lequel on pose un cube qu'on récupère dans la première partie du niveau, mais c'est trop long pour le speedrun. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on récupère une caméra, qu'on pose contre la porte, et puis on retourne au bouton sur lequel on va appuyer nous-mêmes. Ce que ça va faire, c'est que la porte va s'ouvrir, et que la caméra va glisser dans l'entrebâillement, et empêcher la porte de se refermer complètement, ce qui nous permet de viser de l'autre côté. Et puis maintenant, on se laisse tomber, et on vise ça. Pour atteindre la deuxième partie, dans laquelle le jeu prévoit qu'on utilise la redirection de quantité de mouvements que je vous ai présenté au tout début de cette vidéo. En gros, ici, on saute dans un portail, on ressort par un autre, plus haut, on pose un nouveau portail, on retombe, on ressort par le portail qu'on vient de poser, bref, vous comprenez le principe. Et les runners résolvent ici bel et bien le niveau de cette manière, mais se compliquent évidemment la tâche. Tous ces sauts et ces poses de portail sur ces plateformes qui s'enchaînent, ça prend du temps, alors pourquoi ne pas sauter une plateforme? C'est ce que font les runners dès le début de la deuxième partie de cette salle, qui consiste à tirer le portail que l'on est en train de traverser pour profiter d'un boost de vitesse. Ce boost de vitesse va permettre aux runners qui l'utilisent de sauter une plateforme et de directement tirer sur la prochaine. Et je vous mets ça sur pause, voilà ce qu'ils doivent viser. S'ils y arrivent, ils retombent, traversent le portail qu'ils viennent de poser, et voilà ce qu'ils doivent viser, et ce tir est encore plus dur que le précédent parce qu'il faut se décaler pour viser, puis se redécaler pour retomber dans le portail. Ça, je vous le dis, ça détruit des runs. Sauf que ce n'est pas fini, on passe au niveau 19, la troisième grosse difficulté de cette run, et dans le domaine du tir de portail, vous allez voir qu'on est servi. Le niveau 19, c'est le niveau à partir duquel vous commencez à vous échapper, on quitte les salles de test pour découvrir l'envers du décor. C'est un niveau qui demande beaucoup de tirs précis, et notamment ce qu'on appelle des portal picks, qui consistent à rentrer dans un portail, disons bleu, tirer très vite un portail orange ailleurs, et revenir de l'autre côté du portail avant que votre tir n'atteigne sa cible. Ça permet de faire beaucoup de chemin sans jamais bouger de sa position initiale, c'est très pratique, très rapide, et très dur à faire rapidement évidemment, sauf qu'en speedrun, personne n'a d'autre choix que de le faire rapidement. Et tant mieux pour nous parce que c'est assez joli à regarder, mais pour les runners, c'est ça le vrai problème avec ces 3 difficultés, et avec la popularité grandissante de la glitchless, ils doivent maintenant se précipiter lors de manœuvres qui demandent une grande précision. Quand Shizal enchaîne ses runs, et tente d'en finir une pour prendre le record du monde, il est obligé de s'engager dans certains passages en n'ayant aucune certitude d'y arriver, sa maîtrise de portal ayant beau être la plus élevée du monde, la perfection demandée par un record dans la catégorie glitchless empêche Shizal de ralentir. Alors il court. Il court parce qu'il sait que le meilleur runner de la catégorie glitchless, Sidious, l'actuel détenteur du record du monde, cherche aussi à améliorer son record. Il court parce qu'il sait qu'en OSLA, Adamantid cherche aussi à reprendre le record du monde. Il court parce qu'il sait qu'en OOB et en Inbounds, quand Even cherche aussi à reprendre les records du monde. Il court parce qu'il sait que début 2022, s'il ne prend pas le record glitchless très vite, son rêve de compléter un sweep pour de vrai risque de ne jamais se réaliser. Il sait que chaque partie qu'il joue et qu'il rate est une chance de plus pour les autres de prendre l'un de ses records dans une autre catégorie, et la pression l'atteint. Il joue tous les jours, essaye tous les jours, sacrifie sa constance au profit de l'excellence sur une run, juste une, au milieu de milliers d'autres. Quand il passe la 12, il rate la 18, et quand il passe la 18, il rate la 19 parce qu'il n'a pas le choix d'aller vite. Alors il continue, le temps de Sidious l'obsédant, il faut descendre sous les 14 minutes et 38 secondes, quelle que soit la marge, quelle que soit la méthode, c'est son mantra, son obsession, 14, 38, alors il joue, et il échoue, il joue, et il échoue, jusqu'à ce que les pièces se mettent une à une en place. We haven't heard that song. Yeah.
guess things just got super real. Oh my god, dude! I cannot believe it! Oh my god! Hang on a second. I can't believe this is real. Hold on a second, holy shit. Après cette run qui est record du monde, 2 secondes devant Sidious, on voit Shizal réagir comme il a rarement réagi, parce qu'il sait que le plus grand obstacle à son vrai premier sweep vient juste d'être franchi. Il le dira plus tard, prendre ce temps en glitchless aura été la chose la plus difficile qu'il a jamais faite durant toute sa carrière sur Portal, et il a pourtant dû se taper les records de Quantiven en OOB lors de son premier sweep, c'est vous dire l'enfer que ça a été. Il ne lui reste plus, justement, que l'OOB, qu'il sait être presque une formalité à ce stade, et sur lequel il va passer 6 jours entiers, jusqu'à surpasser, de manière presque évidente, le record de Quantiven. Et on n'a toujours pas sa réaction. Ceci dit, c'est fait. Son premier sweep officiel vient enfin d'être complété ce 4 avril 2022, 5 ans après sa première découverte de Portal. À ce moment-là, Shizal sait qu'il peut relâcher la pression, et ça lui fait un bien fou. Il se pose, il prend du recul, et il comprend que le fait de perdre un ou plusieurs records du monde, ça fait partie du jeu, c'est le cycle du speedrun, c'est normal, et ce n'est pas grave. Les mois qui suivent, l'Américain perd donc inévitablement, mais le cœur léger, ses records du monde, les uns après les autres. Il joue encore, il reprend un record en ESLA qu'il finit aussi par perdre, mais il prend du plaisir sans vrai objectif en tête, juste quand il en a envie, conscient, au fond, qu'il est capable d'accomplir plus ou moins ce qu'il veut sur ce jeu à partir du moment où il s'y met sérieusement. Et je lui suis personnellement reconnaissant de s'être autant donné sur Portal, déjà parce qu'il a aidé à pousser la discipline, mais surtout parce qu'il m'a donné une histoire qui valait la peine d'être racontée sur un jeu dont je voulais absolument vous parler. Parce que si Portal 2, son successeur, se suffit à lui-même, Portal, il me semble, se révèle véritablement au travers de son speedrun, malgré le fait que les développeurs du jeu n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils étaient en train de regarder quand on leur a montré le speedrun de leur création pour la première fois. Il me semble à moi que le jeu commence quand on le termine pour la première fois, et que la vraie beauté de Portal ne se trouve finalement pas dans le génial et méthodique agencement de ces puzzles, mais dans la créativité folle des joueurs qui cherchent à les résoudre. Et si Portal vous intéresse et que vous vous demandez toujours ce qu'est ce fameux vol skip dont je vous parlais tout à l'heure, je vous conseille cette vidéo de Bwix en description, qui est le runner et youtubeur qui m'a aidé pour cette vidéo. Il est allé interviewer Shizal, m'a expliqué et filmé toutes les techniques, il a récolté toutes les informations et tous les records du monde de toutes les catégories. Bref, il est trop fort, et je vous invite évidemment à aller voir ce qu'il fait sur YouTube. C'est rigolo parce que quand j'avais tenté d'apprendre le speedrun Portal il y a 3 ou 4 ans, ce sont les tutos de Bwix que j'avais regardés, il était déjà très pédagogue et je vois qu'il n'a pas perdu la main. Je vous ai aussi mis les chaînes Twitch et YouTube de Shizal en description, il n'est pas très actif, mais si ça vous tente, c'est par là. De mon côté, comme d'habitude, je vous remercie, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Tchuss.